Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire un petit peu particulier pour nous aujourd'hui, puisqu'on va confronter deux technologies qui n'ont pas grand-chose en commun. On compte sur vous pour faire partie de cette animation en utilisant le bouton Q&A, en posant vos questions, en utilisant le bouton discussion pour réagir également sur certains de nos commentaires. Je commence rapidement donc par représenter, comme d'habitude pour ceux qui nous suivent, on fait des webinaires régulièrement, la société Cadvision. Donc Cadvision, on est actif depuis 20 ans, on a fêté nos 20 ans le 2 décembre dernier dans le domaine de la fabrication additive et d'autres domaines que je vais vous citer. On a aujourd'hui un très gros parc d'imprimantes 3D, comme on les appelle un peu familièrement, sur l'Hexagone avec plus de 3000 machines. On est donc actif dans d'autres technologies, comme par exemple au niveau des progiciels, donc tout ce qui va être logiciel de conception, de CAO, mais logiciel également de préparation, logiciel de retouche des scanners. Sur la partie scanner, on va travailler avec l'inventeur de la lumière structurée Artec, avec des scanners portatifs, donc qui utilisent la lumière structurée. Et puis, on a évidemment un très gros pôle service SAV qui va nous permettre de faire l'intégration, la formation, le transfert de compétences et, comme je viens de le dire, surtout le SAV, machine, à travers la France. Sur la partie fabrication additive, on a choisi un portfolio qui couvre aujourd'hui, je dirais, les trois grandes catégories que sont les liquides, les solides et les poudres, avec sur la partie solide la partie FDM, on va y revenir, et également sur la partie solide une partie métal. On a fait un webinaire aussi il y a 2 semaines sur le sujet, donc je ne vais pas y revenir, à travers les produits de la société Desktop Metal. Au niveau des liquides, avec les résines, on va en reparler aussi, c'est le sujet de ce matin, donc je ne m'attarde pas plus. Et puis au niveau des poudres, qu'elles soient polymères avec HP ou qu'elles soient, encore une fois, métalliques avec Desktop Metal. Bien, avant de démarrer et de laisser la place à mes deux joueuses du jour qui vont se batailler sur ces deux technologies, je vous fais juste une petite aparté sur la partie résine, sans vouloir avantager l'une ou l'autre. Pourquoi je fais une aparté sur la partie résine? Parce que vous connaissez certainement l'impression 3D résine telle qu'elle l'était, je vais peindre un tableau noir, mais telle qu'elle était il y a 30 ans à son démarrage, à travers par exemple des technologies comme le SLA. Bon, il faut savoir que la technologie résine a beaucoup évolué. Alors, elle a évolué à travers différentes technologies de systèmes. On connaît le SLA, on connaît le LCD, qu'on appelle aussi le MSLA, le DLP, ou bien tout ce qui va être déposition de microbules comme le polyjet ou le multijet selon le fabricant. Chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients, comme toujours, mais c'est vrai que souvent, quand on parle résine, on reste bloqué sur le SLA. Donc, le SLA, c'est un laser, hein. Je ne rentre pas dans le détail technique de chaque technologie, mais ça a beaucoup changé. Alors, ça a beaucoup changé, comme beaucoup de technologies dans l'impression 3D, parce que les matériaux ont beaucoup évolué. Et c'est surtout sur ce point-là que je voudrais faire une aparté, c'est que les résines, on les connaît, ou on les connaissait, assez fragiles, assez cassantes et surtout extrêmement sensibles aux rayons du soleil. C'est ça qui a vraiment beaucoup évolué, puisque depuis maintenant un peu moins de 10 ans, en fait, ça fait plutôt 7-8 ans, les résines se sont totalement transformées. Et la preuve en est, c'est que les résines aujourd'hui, vous les trouvez partout. Vous les trouvez dans le domaine dentaire, vous les trouvez sur tout ce qui va être isolation électronique, et puis on les trouve également sur les sols des ateliers, mais également en extérieur. Aujourd'hui, dans le BTP, on fait des terrasses en résine. Donc des résines qui restent en plein soleil. Donc voilà, toute cette évolution chimique des résines, eh ben, on en bénéficie dans la fabrication additive. Donc on va vous parler résine, mais on va vous parler résine industrielle. Alors c'est pour ça que souvent, et je voulais m'expliquer à travers cet aparté, on utilise le mot résine industrielle parce qu'on est sur des résines durables et qui ne sont pas photosensibles. Pourquoi elles ne sont pas photosensibles? Parce qu'on travaille sur des longueurs d'onde qui ne sont pas les longueurs d'onde émises par le soleil. C'est-à-dire que dès que vous êtes inférieur à 400 nanomètres, vous n'êtes pas sur des résines qui vont être sensibles aux UV du soleil. Donc entre 400 et 750, comme vous le voyez ici sur le graphique. Donc voilà, résine, ça va un peu tout dire et rien dire, un peu comme le terme impression 3D. Il faut savoir que quand nous, on emploie le mot résine industrielle, c'est qu'on est sur de la pièce durable qui ne bouge pas en extérieur et qui ne bouge pas dans le temps, et qu'on a aujourd'hui des résines qui sont même, qui ont des certificats de durée de vie supérieurs à des pièces injectées. Voilà, c'était ma petite aparté. N'hésitez pas à poser des questions ou à réagir hein, sur ce sujet, parce que ça fait partie quand même du fondement de bataille de ce matin. Donc, pour notre bataille, je vais
faire appel à Manon Jacquet et Stéphanie Galland. Manon vous parlera de la partie dépôt de fil, FDM ou FFF, et Stéphanie de la partie justement DLP, donc résine industrielle. On va argumenter à travers ce qui est pour nous les meilleurs sur chacune de ces technologies, à savoir Intamsys au niveau du dépôt de fil, puisque en grade industriel, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché aujourd'hui, et au niveau des résines industrielles, à travers une marque que vous connaissez peut-être sous le nom d'Envision-Tech, puisque c'est eux qui ont inventé le DLP, mais qui a été renommé ETEC suite au rachat par Desktop Metal. Manon, Stéphanie, début de la bataille, FDM contre DLP. Merci Olivier, bonjour à tous. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet et qu'on puisse répondre un petit peu à toutes les questions sur lesquelles vous nous sollicitez très régulièrement et pour comparer en fait ces deux technologies polymères, on va faire un petit historique. Donc je vais faire un historique très rapide sur la partie FDM, dépôt de fil fondu. Vous devez déjà tous connaître cette technologie. Ça fait plus d'une quarantaine d'années maintenant que cette technologie a évolué, a été inventée et utilisée en fait dans tout secteur, que ce soit industriel ou dans des secteurs, on va dire, de particuliers. On est quand même sur une technologie qui a atteint un certain niveau de maturité aujourd'hui. Donc en fait, tout ce qui va être nouvelle évolution dans cette technologie dépôt de fil fondu ne tient relativement qu'aux matériaux ou à l'avancée de certaines pièces mécaniques. Je m'explique brièvement. On a des évolutions sur les matériaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la capacité et la possibilité, notamment avec Intamsys, qui est leader sur le marché par rapport à ces matériaux, on a la possibilité d'imprimer du PIC, du PEC, de l'ULTEM. Ça, c'est des matériaux qui doivent vous parler. On en entend beaucoup parler dans les médias. Mais on a aussi des matériaux qui sont chargés. Donc ça va être, on va dire, les nouvelles évolutions du dépôt de fil. Et les deuxièmes évolutions, encore une fois, Intamsys a su puiser toute cette technologie dans d'autres mécaniques, type usinage. On est sur l'avancée de certaines pièces mécaniques, je pense au servomoteur, par exemple, ou sur d'autres pièces mécaniques, mais qui sont essentielles sur une imprimante 3D. Donc, si je résume, le FDM, on est sur un marché plutôt mature. Tout le monde le connaît et les évolutions actuelles sont plutôt sur un nouveau panel de matériaux et des pièces mécaniques soit plus résistantes, soit plus efficaces. Merci Manon. Je pense que côté DLP, par contre, là, les évolutions, elles sont un peu plus importantes. Ah, on ne t'entend pas, Stéphanie, tu as coupé ton micro. C'est mieux? C'est mieux. Parfait. Donc, effectivement, la techno DLP a été inventée plus récemment, début des années 2000, par la société allemande Envision-Tech. Néanmoins, techno plus jeune, mais comme tu le disais, Olivier, techno qui a énormément évolué. C'est la techno en impression 3D qui a évolué le plus exponentiellement, on va dire, par rapport à toutes les technos. Et ça, c'est pas lié au marché, à la démocratisation, comme on l'entend souvent, du marché de l'impression 3D. C'est vraiment lié à la technologie et l'évolution des composants électroniques qui composent nos systèmes DLP. On voit ici que le DLP, donc le DLP, c'est quoi? C'est qu'on projette une lumière par l'intermédiaire d'un flux lumineux. Et c'est cette projection-là, c'est cette technologie de projection qui a connu une ascension fulgurante et qu'aujourd'hui, ces technos et ces composants sont utilisés partout dans votre quotidien, que ce soit sur vos téléphones, sur vos écrans ou autres. Aujourd'hui, on connaît la même ascension dans le DLP que dans le monde de la téléphonie ou des écrans, donc avec toujours une meilleure définition, une meilleure précision. Et au passage, le DLP pourrait être vu comme plus jeune, mais néanmoins, c'est quand même une techno qui a été rapidement adoptée pour la production. Je pense notamment au marché dentaire, à la joaillerie, où c'est cette techno qui a été choisie pour justement sa productivité, sa capacité à être répétable et à produire des pièces d'une extrême finesse dans une extrême précision. Ok, merci les filles. Alors, vos deux technos que vous défendez, ça tourne avec quoi? Effectivement, donc il y a plusieurs systèmes qui sont proposés par notre fournisseur et le fabricant de machines Intamsys.
On ne va pas rentrer dans le détail parce que ce serait un petit peu long de vous expliquer à chaque fois. Tout est écrit ici sur la slide. Globalement, on a une gamme de machines de la plus petite à la plus grosse. Ce qui va changer, évidemment, c'est les tailles d'impression. On commence par 260 par 260 par 260 et on peut monter jusqu'à des volumes d'impression d'à peu près 600 par 500 par 500. Donc ça, c'est le premier élément différenciateur par rapport aux gammes de machines. Le deuxième élément différenciateur, vous en doutez, c'est les caractéristiques techniques et du coup, le choix matière sur l'ensemble de ces systèmes. Et si je parle un petit peu du prix, que vous ayez une idée en fait des fourchettes, on va commencer sur la plus petite machine qui se trouve en haut, qu'Olivier est en train de vous montrer. On va commencer globalement sur une enveloppe à 7 000 € hors taxe et on peut monter jusqu'à plus de 100 000 € sur la plus grosse des machines. Donc voilà, il y a quand même un choix pour convenir au maximum, à un maximum en fait de clients industriels. Ok, merci Manon. Côté DLP, Stéphanie, des volumes un peu plus… Un peu plus raisonnable, on va dire, non inférieur. C'est vrai qu'historiquement, donc la plus petite machine se positionne avec en gros la taille d'un gros smartphone. Hein. C'est pour ça, on l'a dit, l'origine de la technologie, c'était dédié au monde du petit, mais l'enjeu, et c'est là le gros virage qu'on connaît depuis plusieurs années, c'est d'aller adresser des besoins industriels. Donc des besoins industriels, c'est d'aller vers la plus grosse capacité, tout en ne négligeant pas la qualité de l'impression ni la productivité. Donc, en termes de taille, effectivement, on passe de la taille du gros smartphone jusqu'à du 450 par un peu moins de 400, on va dire, de manière à pouvoir imprimer aussi bien de la toute petite pièce jusqu'à des pièces des types taille de semelle de chaussures, par exemple, avec des matières souples. On en reparlera après. Côté budget, comptez entre 20 et 200 000 € de la plus petite au plus gros système de production. Ok, merci Stéphanie. Alors, c'est vrai que je vois quand même une machine intéressante parce qu'ici, on va monter quand même à plus de 30 cm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que nos clients achètent le plus dans cette techno. Ok pour les machines. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Sinon, on y reviendra à la fin, on reviendra sur ces slides. Alors, ces machines, elles tournent avec des matériaux. Manon, que tu as à nous proposer? Oui, donc encore une fois, lié à la maturité, je l'ai dit tout à l'heure en préambule de la technologie FDM, on arrive aujourd'hui à avoir une multitude de matériaux. Nous, on distingue toujours les matériaux qui sont qualifiés, paramétrés, que ce soit par nous-mêmes et nos équipes techniques ou par le fabricant, des matériaux possibles. Je m'explique un petit peu plus. Les machines Intem 6, c'est des machines qui sont assez révolutionnaires dans le sens où on n'est ni sur un système totalement fermé, verrouillé, ni sur un système totalement ouvert. Intem 6 a fait un choix stratégique. Ils ont décidé en fait de prendre les avantages d'un système fermé et les avantages d'un système ouvert et de les centraliser sur leur machine. Globalement, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 50 matériaux qualifiés et paramétrés sur les équipements Intem 6. Donc, vous avez juste à prendre votre pièce, la mettre dans le slicer, l'orienter de façon correcte par rapport à vos contraintes pièces et lancer l'impression. Par contre, vous ne serez jamais bloqué ni par nous, CADvision, ni par le fabricant, si jamais vous voulez tester d'autres matériaux polymères. Le petit inconvénient à ça, c'est que vous devrez passer un peu plus de temps en paramétrage, mais encore une fois, CADvision, on est là pour vous accompagner. Donc ça, c'est le premier point très important chez Intem 6 en FDM. Le deuxième point, c'est qu'on va travailler des matériaux… Alors, Olivier a mis des vrais matériaux, je parlerai plutôt de matériaux purs, puisqu'on va vraiment travailler des matériaux qui sont semblables à ce que vous pouvez connaître, soit en usinage plastique, soit en injection plastique. Donc, quand on travaille un PLA, c'est un PLA. Simplement, il a été mis sous forme de filament. Donc, on est vraiment sur des matériaux purs. Donc, quand on veut certaines caractéristiques techniques qui sont très précis, on a la possibilité de les retrouver en FDM, parce qu'il n'y a pas de composition chimique particulière. On vous a mis un exemple un petit peu du panel de matériaux que propose Intem 6 au travers de ces systèmes. Donc, on a bien évidemment l'ABS, le PLA, le polycarbonate qu'on considère maintenant comme des matériaux assez simples à imprimer, mais on peut aussi aller sur des matériaux plus complexes, plus résistants. Voilà, avec, je le précise, petite précision, avec des coûts matières qui sont quand même très raisonnables. C'est quoi l'ordre des coûts matières, Manon? C'est quoi le raisonnable? Aujourd'hui, un kilo d'ABS chez Intem 6, qui est un ABS en fait BASF, qui est un chimiste très reconnu, on est à moins de 50 € le kilo. D'accord, ok. Ok, Stéphanie, côté DLP, qu'est-ce que tu nous proposes comme matériau?
Donc, côté DLP, effectivement, une grande variété de résines. Encore une fois, on parle de résines industrielles, c'est-à-dire la capacité d'utiliser des résines qui vont donner des pièces durables, solides, durables, et avec beaucoup de caractéristiques, qu'elles soient mécaniques, thermiques, résistance chimique également. Donc, on est sur des matériaux dits innovants, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va travailler sur des compositions qui vont reproduire un type de matériaux. Par exemple, on va utiliser des matériaux chez Loctite qui sont réputés pour leur solidité mécanique, certaines certifications aussi à être résistants à la flamme, par exemple. D'autres matériaux chez Somos, par exemple, des résines chargées céramiques qui vont donner un rendu et une qualité d'aspect incroyable. C'est des résines qui ont un toucher qu'on appelle peau de pêche, par exemple, qui est très apprécié sur la pièce finale. Ce sont des clients qui recherchent vraiment la finesse d'aspect. On va avoir d'autres matériaux type élastomère, type silicone, avec des fabricants comme Adaptive, dont c'est la spécialité. Donc, vraiment une diversité incroyable de matières. Et également matières qualifiées constructeurs et cas de vision. Donc, être capable de vous livrer la résine avec l'ensemble des paramètres pour que vous preniez le fichier et que vous imprimiez sans avoir à qualifier ou paramétrer quoi que ce soit. Mais bien sûr, une liste incroyable aujourd'hui de plus de 400 résines disponibles au travers des différents constructeurs avec qui travaille Envision Tech et CADVision. Ok, les filles, on a vu les machines, on a vu les matériaux. Si vous devez résumer votre technologie avant qu'on pointe plus précisément les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre, ou qu'on montre des exemples clients, comment vous pourriez résumer chacune de vos technologies? Oui, donc s'il y a des points à retenir sur la technologie FDM à travers les machines Intel 6, donc là vous avez une liste exhaustive, mais on pourrait lister encore plus d'avantages. Premier avantage, ça va être la facilité d'utilisation, je dirais, liée aussi à la maturité du marché du FDM, puisque c'est quand même une technologie qui est connue depuis, je le répète, plus de 40 ans maintenant. Donc on a une facilité de mise en place sur ces imprimantes-là. On n'a pas de contraintes particulières, on a une facilité d'utilisation. Ça, ce serait le premier point, le premier avantage à retenir pour la technologie FDM. Le deuxième avantage qu'on tenait à vous lister, c'est le choix matière, mais aussi la maîtrise de ces matériaux qui peuvent correspondre soit à du prototypage pour certains clients, soit à de la pré-série pour d'autres clients. Donc, on a vraiment des matériaux de qualité. Autre avantage, ça va être la résistance. Alors voilà, je marche un peu sur des œufs sur cet avantage-là avec la technologie FDM, mais on a quand même une résistance en XY quand on fait les bons choix matériaux. Vous avez aussi une multitude de paramètres que vous pouvez prendre en considération sans jamais toucher votre modèle CAO. Je pense notamment à des allègements de pièces, à des épaisseurs de parois, à des taux de remplissage. Enfin, voilà, ça, c'est tout un tas de paramètres que vous pouvez potentiellement modifier uniquement au moment de lancer l'impression de votre pièce. Et ensuite, les deux plus gros avantages aujourd'hui sur la technologie Intel 6 et le FDM en général, ça va être les coûts d'investissement sur les machines et les coûts d'utilisation liés aux coûts matières dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dernier avantage plus spécifique à Intel 6, ça va être son ouverture, que ce soit sur le logiciel ou sur les consommables. Et du coup, le fait que nos clients ne soient jamais mariés vitam aeternam avec le fabricant. Ok, merci Manon. Côté DLP, Stéphanie? Donc, côté DLP, déjà, la résine, le DLP va permettre d'aller sur l'infiniment petit, là où le FDM ne pourra plus jouer. Donc, sur le monde du détail, des finesses des surfaces, précision d'aspect également. Quand on cherche une pièce proche d'une pièce injectée, on peut effectivement, dès sortie d'impression, avoir une qualité visuelle et une rugosité incroyable. En termes de productivité également, on verra que sur ces systèmes qu'on imprime une pièce ou X références ou la même pièce, le temps est le même, donc vitesse incomparable. Tenue des résines également dans le temps et surtout avec des propriétés isotropes. Là, quel que soit le sens d'impression, on a la même précision
dans toute la pièce. Et ça, on n'a pas de contrainte. On n'a pas à choisir un sens d'impression ni pour l'aspect, ni pour la tenue. Les caractéristiques, on a vraiment des pièces qui sont complètement isotropes et puis surtout des pièces qui sont pleines, c'est-à-dire étanches. Donc là aussi, pas de pièces poreuses, pièces complètement pleines. Donc vraiment proche, hormis le procédé, proche d'une qualité injectée. Également un grand choix de matière, on l'a vu tout à l'heure, une facilité aussi du changement de matière. En termes d'usage, une imprimante ETEC, EnvisionTEC DLP est extrêmement simple à utiliser. La plupart de nos clients jonglent facilement sur la journée ou la semaine sur une variété facile, par exemple, de 5 résines qu'on peut changer d'une minute à l'autre. Okay. Les systèmes sont également très, très simples à maintenir et à utiliser. On le verra juste après sur le showroom. Ok, merci Stéphanie. Alors, on a fait une petite grille de notation. C'est évidemment subjectif. Ça demanderait de les lister un par un, mais on ne va pas prendre ce temps-là. Donc, on vous invite encore une fois à poser vos questions par rapport à cette slide ou les autres. On y répondra en direct. Je vais juste faire quelques focus et vous poser des questions. Je vois, par exemple, Stéphanie, puisque tu avais la parole, une facilité au niveau des supports. Ça fonctionne comment et d'où vient cette facilité? Effectivement, on a très peu de supports. Le support est en plus généré dans la même matière que la pièce finale. Donc, c'est simplement retirer, comme on retirerait une pièce qui sort d'injection, retirer les carottes qui tiennent la pièce. Donc, on décroche très simplement quand il y en a des supports. Tu as besoin d'un outillage pour ça, pour enlever les supports ou... Soit on l'enlève à la main, soit avec une légère pince, mais c'est vraiment instantané et on n'a besoin d'aucune cuve, aucun produit chimique, aucun autre accessoire qu'un enlèvement manuel très simple et rapide. Ok. Alors, à l'inverse, je vois que pour tout ce qui va être certification aérospatiale, Manon, tu as quand même un avantage. Tu as des matériaux spécifiquement certifiés pour des contacts satellites ou pour de la pièce avionnable, c'est ça? Oui, tout à fait, Olivier. C'est vrai qu'on est passé assez rapidement là-dessus, mais on va réinsister un petit peu sur les matériaux. L'avantage aussi du FDM, c'est qu'on a un grand nombre de certifications matériaux dû aussi, encore une fois, à la maturité de la technologie. Donc, aujourd'hui, on arrive très bien à imprimer sur nos machines Intem 6 de l'Ultem 90-85, par exemple, qui est avionnable, certifié voilà, par plusieurs clients du secteur aéronautique. Ok. À l'inverse de Stéphanie, qui tout à l'heure parlait d'étanchéité, et donc je vois également que dans le côté qui soit pharma, médical, voire alimentaire, un gros avantage sur tes résines, par contre, Stéphanie. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. On a beaucoup de domaines comme le domaine dentaire ou le domaine médical qui apprécient de pouvoir utiliser ces pièces parce qu'on peut facilement donc, les utiliser en contact peau, par exemple. On peut les laver, on peut les stériliser. Ils résistent à la température, ils sont étanches, donc ils ne sont pas contaminés. Donc, effectivement, un grand spectre d'application dans ce domaine-là. Ok. Et puis, si je passe sur les machines, Manon, en termes d'environnement, je vois un avantage de ton côté sur les services hygiène, sécurité, environnement. La machine est totalement autonome, ça ne nécessite pas d'extraction de quoi que ce soit. Ou... Il y a des filtres, par exemple? Alors, tout à fait, on le voit ici sur la deuxième caméra, parce que du coup, vous êtes en direct aussi de notre showroom à Voisin-le-Bretonneux. Que ce soit la plus petite machine ou la plus grande machine de chez Intem 6, il n'y a pas de contre-indication particulière en termes d'installation. Il faut juste, à partir de la on va dire moyenne gamme, donc à partir de la 310, 410 et sur la plus grosse machine, la petite machine n'est pas concernée parce qu'on reste sur des matériaux assez classiques qui ne provoquent pas d'émanation. Pour le reste des machines, effectivement, il y a un filtre charbon actif qui permet du coup de filtrer, mais il n'y a pas d'extracteur d'air. Voilà, il n'y a pas de contraintes particulières. C'est aussi des machines réellement industrielles. Si je parle plutôt du côté HSE et sécurité, voilà, tout est verrouillé. Il n'y a aucun risque, malgré le fait que les imprimantes puissent monter à très haute température. Ok, merci. Et puis pour terminer sur ce slide, par contre, toi, Stéphanie, côté mouvement dans tes machines, il n'y a quasiment rien. Donc, il n'y a pas d'usure mécanique et il n'y a pas d'usure thermique finalement. Tout à fait. C'est vrai que le système est très performant, mais néanmoins, en termes de maintenance, c'est zéro maintenance, d'où la facilité aussi d'utilisation
pour l'opérateur comme pour les équipes maintenance qui n'ont pas du tout à intervenir. Oui, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de pompe alors que tu travailles sur du liquide. Ok, encore une fois, posez vos questions si vous voulez en savoir plus, sinon on va avancer parce qu'on souhaiterait maintenant vous montrer l'une et l'autre des technologies à travers des exemples clients. Je vais commencer puisque j'ai la parole avec par exemple la société Paris côté FDM des pots de fuite. Vous avez les petits logos en haut, soit à gauche, soit à droite pour rappel. La société Paris, donc, qui est une société qui évolue dans le domaine de l'usinage depuis 2 générations. Laurent Paris, le directeur que vous avez ici en photo, a choisi comme première acquisition la plus grosse des machines FDM, la Funmat Pro 610. Ça fait maintenant presque 2 ans qu'il est équipé. Il a fait beaucoup de témoignages. Vous retrouvez des témoignages vidéo sur notre site YouTube à travers des webinars, mais également il a fait ce qu'on appelle une success story avec le fabricant. Voilà, il est vraiment ravi de cette machine et de ce qu'il en fait. Donc, Paris, c'est un très, très, très gros parc d'usinage. Hein, je vous ai dit, 2e génération. Qu'est-ce qu'il fait avec la machine? Eh ben, il remplace beaucoup de pièces qui étaient usinées par de l'additif. Il fait également des moyens de contrôle. Il fait des inserts et toutes sortes de pièces qui sont liées à ses clients, qui vont être aussi bien Renault F1, donc du sport automobile, que Airbus ou Thales, donc de la pièce avionnable. Donc, le gros avantage également de cette société, c'est que vous pouvez les contacter pour sous-traiter des pièces. Ce n'était pas du tout ce pourquoi il avait acheté la machine à la base, mais aujourd'hui, il fait beaucoup de ce qu'on appelle dans notre jargon de service bureau, c'est-à-dire de réalisation de pièces en additif. Et il est capable de jongler, comme vous le voyez ici, d'un PA6 ou PA12 chargé carbone à un PIC, un PEC, un Ultem dans la même semaine. Voilà, le tout a des coûts très intéressants et avec la qualité d'un usineur. Je pense notamment à tous les moyens métrologiques qu'il a derrière. Donc, vous avez la garantie d'une pièce parfaite et de ce que peut faire de mieux le FDM à travers sa machine Funmat Pro 610. Autre exemple, cette fois-ci côté DLP, vous avez le petit logo en haut à droite, la société Edalis. Alors, Edalis, c'est donc ce qu'on appelle un service bureau, comme je vous l'expliquais précédemment. Ils se définissent comme étant une conciergerie industrielle. En fait, ils équipent les industriels, soit avec de l'achat-revente de composants mécaniques, d'éléments mécaniques, soit avec de la production propre. Edalis, c'est historiquement du FDM. C'est plus de 10 machines FDM, plus de 3 millions d'euros d'investissement en machines FDM. Néanmoins, comme Stéphanie le disait tout à l'heure, le FDM, à un moment donné, il a ses limites. Au-delà de son temps de production, etc., il a des limites capacitives sur des pièces souples, sur de l'état de surface, sur de la précision et surtout de la production. Et c'est ce qui a poussé donc Edalis à acheter deux imprimantes résine. Pour exemple, ce que vous avez à gauche, c'est une caisse qui comprend les différents outillages que vous avez juste en dessous, qui servent notamment dans le domaine de l'aspiration industrielle. 80% des pièces qui composent cette mallette sont imprimées directement sur les imprimantes Envision One. Donc, on est sur des volumes de production, alors gros, petit, personne à la même position du curseur, mais on est quand même sur de la vraie production de kits grâce à ces imprimantes. Autre exemple, ici, un espèce de manchon de pistolet, si vous voulez, qui sert à récupérer les rivets sous les voilures des FAL 350 chez Airbus. Donc, vous avez le rivet qui va passer à l'intérieur. Là, on est sur une matière souple. Pourquoi il a choisi la résine? Parce qu'en FDM, on est clairement bloqué sur des shorts A à 90. Alors qu'en résine, on va pouvoir descendre sur des shorts A 30, 40, 50, 60, 70 avant d'arriver à 90. Donc, une souplesse qui va nous permettre ici d'amortir le rivet lors de la récupération dans le sac. Et puis, dernier exemple qu'il a également montré à travers un webinaire, encore une fois, que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet Cadvision, ce manchon de torche à soudure. Donc là, on est sur une résine très haute température, extrêmement résistante. Donc, il imprime pièce par pièce et qu'il assemble, encore une fois, avec des volumes de production relativement importants. On va essayer de passer un peu plus vite sur les autres exemples. Manon, John Deere, c'est plutôt toi qui connais. Oui, merci Olivier. Donc là, on est sur un exemple FDM, encore une fois, d'un client John Deere que vous devez certainement connaître. Donc là, on est sur des pièces un petit peu spécifiques parce qu'on est sur du tubulaire.
L'idée, en fait, avant de faire cet investissement, c'était de comparer par rapport à leur système actuel FDM. Donc, effectivement, on n'a pas nécessairement gagné en temps parce que sur la partie FDM, que ce soit sur une machine Intem 6 ou sur d'autres machines industrielles, on est toujours régi, en fait, par le déplacement des têtes en XY. Donc, ça, c'est lié à la technologie. Donc là, on était sur des pièces spécifiques. On s'en rend pas vraiment compte, peut-être un peu plus quand on regarde la photo de droite dans l'enceinte de l'imprimante 410 Intem 6. On est sur des pièces assez complexes et qui sont par ailleurs du coup imprimées sur un élastomère qui a une dureté en fait de 95 Shore A. Donc voilà, donc un matériau qualifié, paramétré par Intem 6 et une production de pré-série de ces pièces-là pour John Deere. Ok, merci Manon. Je reprends la parole avec la société Vandeveld V2V. Vandeveld, c'est une société qui produit des machines spéciales pour l'assemblage de pièces automobiles. Donc, ils travaillent avec Stellantis ou Renault à fabriquer des machines. Donc, je vous ai mis un petit peu en bas sous forme de vignettes. Et dans ces machines, vu que c'est de la machine spé, il y a évidemment beaucoup de composants un petit peu spéciaux, comme ici, cette pièce que vous apercevez traditionnellement usinée en aluminium et maintenant reproduite en résine DLP ici. L'avantage au-delà du poids, c'est avant tout pour la société V2V, c'est le contact pièce, puisqu'on va être sur des pièces qui peuvent être plastiques, des pièces qui peuvent être avec des simili-cuirs, etc. Le contact pièce est très important, donc l'usinage forcément est très coûteux, puisqu'il faut qu'il soit parfait derrière. Ici, donc, on n'a pas cette problématique avec le DLP. On a vraiment une rugosité qui nous permet d'avoir un contact pièce parfait sans l'altérer. Et puis, ils intègrent du coup derrière également tout ce qui va être petite tubulure, je dirais, d'aspiration ou à l'inverse de soufflerie directement dans la pièce imprimée. Donc voilà, ils ont acheté la machine pour ça et ça a été un gros avantage dès le deuxième mois. Et puis après, ils ont dérivé à créer leur propre caractérisation, par exemple ici sur des composants électroniques qui sont liés aux machines spéciales que vous avez en bas, ou bien des outillages internes qui ont été améliorés, puisque derrière, évidemment, il y a toute une phase d'atelier et d'assemblage. Donc voilà, ils ont acheté une Envision One XL. Et eux aussi, vous retrouvez leurs témoignages en vidéo à travers un replay de webinaire sur notre site internet. J. Ilsker, c'est toi Manon. Oui, donc un autre client sur la région qui s'est équipé du coup avec une Intem 6 FDM. Alors là, on est sur quelque chose qui sort totalement du prototypage. C'est vraiment pour vous montrer que le FDM, c'est pas égal nécessairement au prototypage, puisque là, ils font réellement de la production, c'est-à-dire que la machine tourne tous les jours. Ils font réellement des pièces, des pièces finales. Donc, on est à peu près sur 400 pièces que vous avez ici en photo par an. Ces pièces-là sont fabriquées en ABS avec une certification feu fumé, donc UL 94 V0. Puisqu'ils ont des contraintes à ce niveau-là. Donc voilà, tout ça pour dire que le FDM n'est pas réservé qu'aux personnes qui veulent juste faire du prototypage. On va un petit peu plus loin maintenant. Ok, merci Manon. Autre exemple, cette fois-ci DLP, puisqu'on alterne, la société Deep Concept. Alors, la problématique chez eux, Stéphanie parlait tout à l'heure de l'infiniment petit, c'est la réalisation de connecteurs électroniques bien spécifiques, ici un connecteur de broche. Et la problématique, par exemple, de ce connecteur de broche, c'est qu'on a un diamètre entrant ici en haut à 4 dixièmes de millimètre et sortant à 2 dixièmes de millimètre. Donc, autant vous dire qu'en FDM, la messe est dite. Donc, la technologie, sans commune mesure, c'était forcément de la résine qu'il fallait. Et le DLP, parce que derrière, ils ont quand même des volumes de production sur ces connecteurs. Voilà, donc vous retrouvez ici les connecteurs sur des différentes cartes électroniques. On en sort énormément. Alors ça, c'était les premiers plateaux de job qu'on lançait. Après, on les a mis à la verticale, puisque comme Stéphanie vous l'a dit tout à l'heure, on n'a pas vu que les pièces, la technologie est isotrope, on n'a pas de contrainte d'orientation. Donc, les pièces à la verticale, évidemment, on en produit beaucoup plus. Mais ce qui est intéressant de regarder ici sur les slides, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, qu'on produise une pièce ou qu'on en produise plein, c'est le même temps, puisque c'est juste le Z qui va déterminer la durée d'impression. Et ça, c'est le gros avantage également de la technologie DLP, ce qui nous permet de produire dès la plus petite des machines, en fait. Et si les volumes de production ne suffisent pas, on cumule le nombre de machines, mais on n'a pas nécessité forcément à aller sur des machines plus importantes. Volvo Truck, je vais te laisser la parole, Stéphanie, tu les connais mieux que moi. Oui, donc effectivement, Volvo Trucks à Lyon.
a fait le choix du FDM pour la réalisation d'outillage sur ces lignes d'assemblage moteur. On est passé du monde mécano-soudé au monde de la 3D, avec revue complète des outils en conception 3D, puis impression 3D. Donc, au départ, sur des matériaux standards, comme de l'ABS, qui donnait déjà pas mal de bonnes propriétés. Et petit à petit, le besoin était d'aller vers des outils plus ergonomiques, plus légers à manipuler, mais également plus solides, devant aussi résister à des contraintes, par exemple de température sur des pièces, des posages, des gabarits utilisés en environnement moteur. Donc vraiment, le panel d'utilisation chez Volvo n'a cessé de croître depuis presque aujourd'hui 10 ans qu'ils utilisent le FDM. Et avec des gains qu'on peut voir ici qui sont incroyables, puisqu'on passe sur des coûts divisés par 100 entre les procédés conventionnels et aux coûts réalisés en imprimant et utilisant directement les pièces imprimées en atelier. Ok, merci Stéphanie. Alors ça aussi, c'est dû, comme le disait Manon tout à l'heure, je pense au coût aussi de la matière première qui joue un rôle important dans cette diminution. Dernier exemple, Thales, ici à Lenia Space. Alors, je précise parce que des Thales en Intemsys, je crois qu'on doit être rendu à 5 ou 6 sites déjà équipés dans différents domaines. Alors ici, la problématique chez Lenia Space, c'est tout simplement le contact satellite. Il faut savoir que dans ce domaine, le contact satellite au sol est obligatoirement un matériau soit PIC, soit PEC, donc qui doit être certifié. Donc là, forcément, il n'y a pas de débat. On est obligé d'utiliser de la matière pure avec une imprimante dépôt de fil capable d'extruder, de maintenir dans les bonnes températures ces matériaux très exigeants que sont les PIC et les PEC. Et pour eux, c'est une obligation puisque c'est une certification. Donc, ils produisent énormément de pièces. Alors, évidemment, ils font de l'outillage aussi et plein d'autres choses, mais énormément de pièces en PEC ESD, donc électrostatic discharging, pour tout ce qui va être contact satellite et outillage électronique au sol. Allez, on va couper le slide et passer aux caméras. Il va donc vous rester que quelques minutes maintenant pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Je vais laisser la parole et la caméra surtout à Manon pour nous montrer un petit peu les machines et surtout les pièces qu'elle a pu sortir en technologie FDM. Donc, on voit sur la seconde caméra 2 machines parmi l'ensemble des systèmes proposés par Intemsys. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a besoin d'ouvrir les machines, de vous montrer certains détails. Là, on va plutôt parler des pièces, parce qu'on a beaucoup insisté sur la partie matériaux. Donc, première pièce que je voulais vous montrer, en fait, c'est une pièce brute. Bon, elle a été imprimée en polycarbonate, d'accord, sur notre machine 610. Et en fait, ce qui est intéressant sur cette pièce, c'est que j'ai laissé le support d'impression. Mais c'est pour vous montrer que le support d'impression chez Intemsys a pas mal évolué aussi. Pour chaque matériau modèle, donc votre pièce principale, il y a un support dédié qui est déjà qualifié et paramétré. Et on a différents supports. Alors, on a des supports quand on est sur des matériaux très techniques qui nécessitent de la solubilisation avec certains produits. Mais dans 90% des cas, on a soit des supports comme celui-ci, type IPS, qu'on va pouvoir en fait venir retirer et casser à la main, soit des supports qui sont hydrosolubles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir simplement laisser vos pièces tremper. C'est très intéressant quand on a des géométries assez complexes, où il y a des petites cavités ou autres. Ça permet de retirer le support correctement. Donc ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est des pièces justement imprimées en Ultem. On a fait pas mal de vidéos sur ce sujet, mais voilà, encore une fois, une pièce brute. Hein. On voit les supports d'impression, il n'y a pas eu de post-traitement. C'est une pièce qu'on a imprimée ici en 200 microns en épaisseur de couche, tout simplement parce que l'état de surface nous convenait et convenait à notre client et qu'on voulait gagner un petit peu en temps d'impression. Donc ça, c'est la deuxième pièce. Troisième pièce que je voulais vous montrer, on arrive à faire des pièces en FDM, sorties d'impression, avec des bons états de surface. Alors là, je triche un petit peu parce qu'on est sur un matériau chargé en fibre courte de carbone. On est sur un PA12CF qui amène en fait un petit écrasement de matière, donc on a un meilleur état de surface. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que même en FDM, sur les technologies FDM, Intemsys, pardon, on arrive à avoir des superbes états de surface. On définit pratiquement pas
les strates de fabrication. Et encore une fois, c'est une pièce brute. Il n'y a pas eu de post-traitement. J'ai encore une multitude de pièces, donc peut-être au fur et à mesure. Et voilà, je vais laisser la parole à Stéphanie. Merci Manon. Donc effectivement, à Valence, ici, on peut voir quelques-unes des références Envision Tech dont on a parlé. Donc on a ici les 2 plus petits modèles de la gamme. En termes de pièces, et je reviens sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on parlait de l'infiniment petit. Si je reprends l'exemple de notre client Deep Concept dont a parlé Olivier juste avant, on mesure ici voilà, la taille de la pièce et malheureusement, les diamètres étant trop petits, vous ne les verrez pas à l'écran, mais voilà en vrai la fameuse pièce de production de notre client. On parlait aussi de résine qui donne un aspect fini à une qualité de détail incroyable. Ici, à la caméra, cette pièce-là, donc sur la résine RC90, donc chargée céramique, qui permet d'aller imprimer des filtres avec une définition. Non, on ne verra pas, je crois, à l'écran. Vous pouvez le voir peut-être par transparence avec la machine derrière, mais le niveau du grain est tellement fin que finalement, il n'apparaît même pas sur l'écran. Peut-être que ici, vous pourrez juger de la qualité du détail obtenu par ces résines avec ce prototype d'un briquet pour un fabricant de briquets de luxe, dont je tairai le nom. Mais voilà le niveau de finition qu'on peut obtenir sans aucun post-traitement. La pièce ici n'a pas subi aucun parachèvement. Voilà, donc des résines qui sont à la fois techniques, résistantes et qui offrent des qualités esthétiques. On a parlé aussi de matériaux souples. Donc, par exemple, on a capacité de travailler sur certaines références de nos machines sur des résines type élastomère avec différents shorts. Ici, par exemple, sur une éprouvette, on peut juger à la fois de la souplesse de l'éprouvette et également sans compromis avec la qualité du détail que l'on peut obtenir. On n'est pas non plus dans l'infiniment petit. Hein. Si on veut aussi produire des pièces souples d'une certaine taille, eh bien, la techno permet de l'adresser. Si on veut obtenir des pièces prototypes avec un rendu, par exemple, texturé qui permet de donner un aspect fini, eh bien, c'est sans limite également. Et pour vous montrer des pièces de plus grande dimension également, voilà. Voilà l'intérêt de la résine chez Envision Tech qui permet d'avoir des pièces de quand même certaines dimensions avec, on le voit ici, un aspect homogène sur l'ensemble de la pièce. Voilà. Comme l'a dit Manon, la liste est longue, mais... Oui, vous pouvez vous inscrire sur nos journées portes ouvertes dans les différentes agences, comme ici les agences de Valence et de Voisins-le-Bretonneux. N'hésitez pas. Ok, c'est officiel. Il vous reste vraiment une poignée de secondes pour poser vos dernières questions. Et sinon, on va pouvoir clôturer en vous remerciant d'avoir été présent ce matin. Prochain webinar, un live sur la partie fabrication additive métal le 8 juin à 11 h. Et puis le dernier de ce premier semestre avec un autre live sur la fabrication additive polymère le 15 juin également à 11 h. Je vous rappelle que sur notre site internet cadvision.fr, dans la rubrique à propos, ici, vous avez événements et salons. C'est là où vous pouvez vous inscrire sur les prochains webinars. C'est également là que vous retrouvez tout en bas de la liste les replays 2022 et 2023 des différents webinars. Et puis, bien évidemment, je vous l'ai dit tout au long, notre chaîne YouTube qui regroupe également toutes ces vidéos en accès libre, sans inscription, sans rien. Donc, n'hésitez pas à vous documenter également à travers cela avant de nous appeler pour passer nous voir dans les agences et voir les machines en action et nous solliciter avec vos fichiers 3D pour qu'on fasse des essais et qu'on vous conseille sur les différentes technologies. Voilà, alors je regarde question. Insert, est-il possible de déposer autour d'une pièce? Question intéressante. Alors, au niveau des inserts, il est possible, vous l'avez peut-être entreaperçu tout à l'heure ou même à travers des exemples clients, je pense notamment à Paris, on peut faire des inserts. Alors, très souvent, c'est vrai qu'on met des goujons dans la pièce. On fait des inserts pendant la production. Donc, on fait pause, on
dépose la pièce métallique en général, parce que ici, on est dans le FDM, on a quand même du thermique. Donc, on va éviter de mettre une pièce qui ne supporterait pas, par exemple, les 300 degrés de la chambre si on fait du pic. Donc, on met une pièce métallique et après, on appuie sur continuer l'impression et notre pièce est dedans. Donc, il faut juste, dans le logiciel, au préalable, virer le support. Donc, ça, c'est ce qu'on fait très régulièrement en dépôt de fil, des pièces à l'intérieur. Si votre question est de déposer autour, je ne vois pas l'intérêt. Donc, je veux bien que vous reposiez votre question, Monsieur Laninec, sur les inserts autour des pièces. Et sinon, si c'est à l'intérieur, oui, tout à fait, c'est possible. Donc, évidemment, en FDM, pas en DLP. Hein, le DLP, on est totalement dense, totalement plein. Non, ok, c'était bien ça, c'était à l'intérieur. Voilà. Donc, si pas d'autres questions, donc on clôture. On se retrouve donc soit sur YouTube, soit sur notre site internet, soit sur les prochaines sessions de webinaire. N'hésitez pas à nous contacter au numéro du siège qui s'est affiché ici ou sur info@4vision.fr pour avoir plus de renseignements. Et encore une fois, si vous voulez avancer, la prochaine étape, c'est de nous fournir quelques fichiers 3D que vous aimeriez peut-être produire demain en additif pour qu'on vous conseille sur la technologie et les matériaux qui pourraient vous satisfaire. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce webinaire. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit